La vie peut ressembler à une chaîne, où chaque maillon représente une décision, une pensée ou une réaction. Certains maillons sont solides, forgés avec discipline, tandis que d'autres se brisent facilement, rongés par le doute, la peur et la dépendance à ce que nous ne contrôlons pas. Beaucoup essaient de dominer le monde, de manipuler les circonstances et les personnes comme s'ils étaient des pièces sur un échiquier, mais négligeant l'essentiel, la capacité de se gouverner eux-mêmes. C'est la plus grande contradiction, vouloir avoir du pouvoir à l'extérieur, quand la première chose que l'on perd est le contrôle intérieur. Le stoïcisme qu'il a transmis n'était pas un ensemble d'idées pour embellir les conversations, c'était un art de vivre, une discipline qui devient un bouclier et une épée face à l'adversité. Il ne cherche pas à adoucir la dureté du monde, mais à l'affronter avec courage. Il ne prétend pas éliminer la douleur, mais apprendre à ne pas être esclave de celle-ci. Au lieu de promettre des chemins faciles, il montre la cruauté de la réalité, et avec elle, les outils nécessaires pour résister avec dignité. Ceux qui adoptent ces principes comprennent que la paix n'est pas un cadeau, elle se conquiert, que la force n'est pas un héritage, elle se travaille, que le but ne se trouve pas dans les attentes des autres, mais dans la cohérence quotidienne entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Cette vidéo ne cherche pas à divertir, elle cherche à éveiller. Tout au long de ces leçons, tu apprendras ce qu'Épictète voulait transmettre à ses disciples. Peu importe ce que tu affrontes, tu as toujours le pouvoir de décider comment réagir. Reste, parce que ce qui vient ne sont pas des mots vides, mais des clés pour vivre avec fermeté, sans te plier à ce que tu ne peux pas contrôler et sans perdre l'essence de qui tu es. Ici commence le chemin vers la liberté intérieure. 1. Vainque-toi toi-même avant de vouloir contrôler le monde. Un cavalier qui ne maîtrise pas son propre cheval ne pourra jamais contrôler la direction du troupeau. C'est l'image la plus claire de ce que signifie vouloir dominer le monde sans s'être d'abord vaincu soi-même. Car l'esprit, comme cet animal indomptable, a tendance à résister, à se laisser entraîner par les instincts, par la colère, par les désirs insatiables. Prétendre changer l'extérieur lorsque l'intérieur est en désordre est une bataille perdue dès le début. Épictète l'a bien dit. Avant d'aspirer à gouverner quoi que ce soit en dehors de toi, tu dois d'abord être maître de tes pensées et de tes émotions. Ne pas le faire, c'est comme vouloir construire un bâtiment sur des fondations pourries, tôt ou tard tout s'effondre. L'erreur la plus courante de l'être humain est de vouloir imposer un contrôle sur la réalité extérieure. Nous voulons que les gens agissent comme nous l'espérons, que les circonstances s'adaptent à nos exigences, que le monde nous obéisse. Mais la vérité est que rien de tout cela ne dépend vraiment de toi. La seule chose que tu peux gouverner avec certitude est ce qui se passe en toi. Si tu ne maîtrises pas ton caractère, tes réactions et tes passions, alors tu deviens esclave, même si tu crois être libre. Et voici la dure réalité du stoïcisme. La liberté ne se mesure pas à ce que tu possèdes ni à l'influence que tu as, mais à ta capacité à résister sans te briser, à rester ferme quand tout autour de toi cherche à t'entraîner. Se vaincre soi-même signifie affronter avec sincérité la colère, la peur, la vanité, la paresse et le besoin constant de validation. Cela signifie arrêter de blâmer l'extérieur et commencer à discipliner ce qui se passe à l'intérieur. Il est plus facile de blâmer l'environnement, l'injustice, le destin, que de se regarder dans le miroir et d'accepter que le véritable ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, mais dans l'esprit qui ne sait pas rester calme. Épictète savait que même en tant qu'esclave, la maîtrise de soi le rendait plus libre que ceux qui se croyaient maîtres de leur vie. Pense à ceux qui cherchent le pouvoir politique, l'argent ou l'influence sans avoir de maîtrise de soi. Leur vie s'effondre entre les excès, les décisions prises par impulsion, les passions qui les transforment en marionnettes de leurs désirs. De l'extérieur, ils semblent forts, mais à l'intérieur, ils sont en ruine. C'est le destin de celui qui ne comprend pas la première leçon stoïcienne. Sans autogouvernement, tout le reste n'est qu'illusion.
La vraie grandeur ne se mesure pas aux applaudissements des autres, mais à la capacité de se confronter à soi-même et de sortir victorieux. Pour pratiquer cela dans la vie quotidienne, il ne faut ni un trône, ni des richesses. Il faut de la discipline, en se levant et en ne cédant pas à l'impulsion de la paresse, en contrôlant sa langue lorsque la colère cherche à parler avant la raison, en arrêtant le désir avant qu'il ne transforme la volonté en esclave. Ce sont de petits actes, mais ce sont des batailles internes qui, répétées jour après jour, construisent une véritable force. Se vaincre soi-même n'est pas une phrase inspirante, c'est un entraînement constant. Et seul celui qui le pratique comprend que le véritable pouvoir n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été dans la maîtrise de son propre esprit. 2. Regarde à l'intérieur avant de faire un grand pas. Celui qui construit une maison sans vérifier le terrain au préalable creuse son propre désastre. C'est ainsi que vivent beaucoup de gens, prenant des décisions importantes sans prendre le temps de creuser au plus profond d'eux-mêmes. Ils changent de travail, mettent fin à des relations, déménagent, lancent des projets, puis se demandent pourquoi. Malgré le changement, ils ressentent toujours le même vide. Parce que ce que tu traînes à l'intérieur de toi te suit partout où tu vas. Tu peux modifier tout ce qui est externe, mais si tu ne t'es pas arrêté pour te connaître, il est probable que tu trébucheras à nouveau sur les mêmes pierres, mais sur des chemins différents. Épictète ne parlait pas de regarder à l'intérieur comme une excuse pour stagner, mais comme une nécessité pour agir avec clarté. Avant toute décision importante, il est nécessaire de s'arrêter et de se demander d'où vient cette impulsion. De l'insécurité, de la colère, du désir de validation. Si tu ne sais pas ce qui te motive, tu finiras par être mu par ce que tu ne comprends pas. Le stoïcisme enseigne que les décisions doivent naître d'un lieu stable, non d'émotions passagères qui aveuglent la raison. Parce que lorsque le désir guide sans réflexion, ce qui semble être un progrès peut être un recul déguisé. En pratique, regarder à l'intérieur n'est pas du mysticisme. C'est une brutalité honnête, c'est s'asseoir seul et s'observer sans fioriture. C'est avoir le courage de reconnaître que parfois tu ne veux pas avancer, tu veux juste fuir. Que parfois tu ne cherches pas à grandir, tu veux juste échapper à la douleur. Regarder à l'intérieur, c'est prendre conscience de tes véritables motivations et choisir en toute conscience, non par impulsion. Et cela n'est pas toujours agréable. Souvent, tu verras des choses que tu préférerais ignorer, des blessures qui sont toujours ouvertes, des émotions que tu n'as jamais appris à gérer, des croyances qui te sabotent. Mais ce n'est qu'en les voyant que tu peux commencer à les transformer. Le danger est de bouger sans clarté, d'agir pour agir. Parce que lorsque le bruit extérieur est plus fort que la voix intérieure, toute direction semble correcte, jusqu'à ce que tu te heurtes à une réalité que tu n'étais pas prêt à affronter. C'est pourquoi, avant de bouger, arrête-toi. Avant de parler, réfléchis. Avant de changer de cap, comprends qui tu es et ce dont tu as vraiment besoin. Il vaut mieux retarder une décision que de se lancer à l'aveuglette et de le regretter plus tard. Le monde applaudit l'action, mais il valorise rarement la pause réflexive. Cependant, c'est dans cette pause que naît la bonne direction. Regarder à l'intérieur est ce qui distingue celui qui réagit simplement de celui qui choisit avec un but. C'est ce qui permet d'avancer avec assurance et non avec l'esprit embrouillé. Il ne s'agit pas de devenir immobile, mais de bouger avec conscience. Appliquer cette leçon nécessite une pratique quotidienne. Il suffit de te demander avant chaque décision importante: est-ce que ce que je veux faire vient de mon centre ou d'une émotion mal digérée? Suis-je en cohérence avec moi-même ou essaie-je de prouver quelque chose à d'autres? Cette pause peut changer le cours de ta vie. Beaucoup de gens échouent, non pas par manque de talent, mais par manque de direction intérieure. Ils bougent sans savoir pourquoi, et lorsqu'ils s'en rendent compte, ils sont loin de ce qu'ils étaient. C'est pourquoi Épictète enseignait que se connaître soi-même n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Sans cette connaissance, tout le reste devient un acte improvisé.
Et quand tu comprends cela, tu apprends à ne pas te précipiter, à ne pas te laisser emporter par l'urgence des résultats, par la pression extérieure, par la peur de rester en arrière, parce que tu sais qu'avant de faire un pas à l'extérieur, tu dois te trouver à l'intérieur. 3. Pratique la tempérance et apprends à dire stop. Une lampe ne s'éteint pas parce qu'elle manque de feu, elle s'éteint parce que personne n'a su réguler son huile. Il en va de même pour ceux qui se consument au milieu de leurs propres excès. Ils ne tombent pas par manque d'opportunité, ils tombent parce qu'ils ne savent pas quand s'arrêter, parce qu'ils ne comprennent pas que le véritable équilibre ne réside pas dans le fait d'avoir plus, mais de savoir combien est suffisant. La tempérance n'est pas une vertu décorative, c'est le frein qui empêche que ce que tu désires finisse par te dévorer. Épictète enseignait qu'il n'y a rien de plus dangereux que de se laisser gouverner par des plaisirs sans mesure. Non pas parce que le plaisir en soi est mauvais, mais parce que lorsqu'il devient une nécessité, il te rend dépendant. Et une personne dépendante perd sa liberté, sa volonté et, avec le temps, sa dignité. Le problème n'est pas de profiter de la vie, le problème est de ne pas savoir s'arrêter. Manger jusqu'à en être rassasié, chercher constamment de l'attention, remplir ses journées de distraction, accumuler sans but, vivre saturé de stimuli, et pourtant ressentir un vide de plus en plus grand. C'est là le piège des excès. Pratiquer la tempérance, c'est avoir le courage de dire « stop ». C'est résister à l'urgence de tout avoir, de le vouloir tout de suite, de ne pas supporter le silence ou l'inconfort. C'est regarder le verre à moitié plein et ne pas se précipiter pour le remplir simplement par peur de manquer. Il ne s'agit pas de se réprimer ou de vivre avec culpabilité. Il s'agit de choisir en toute conscience. La tempérance ne punit pas, elle protège. Elle protège ton énergie, ta clarté mentale, ta capacité à décider sans être enchaîné à ce que tu désires. Beaucoup pensent que vivre avec tempérance est ennuyeux. Ils le disent parce qu'ils ne l'ont jamais pratiqué. Ils ne comprennent pas que c'est précisément la maîtrise de soi qui permet de profiter plus intensément. Quand tu n'as pas besoin, tu choisis. Quand tu n'es pas dominé, tu savoures sans anxiété. Quand tu sais dire stop, chaque expérience a plus de valeur, pas moins. La vie quotidienne est conçue pour te tenter, pour que tu ne t'arrêtes pas, pour que tu consommes, te distrais, achètes, poursuives, compétitionnes. Dire stop dans un monde comme celui-ci est un acte de rébellion. Et c'est aussi une déclaration de pouvoir, parce que celui qui sait s'arrêter montre qu'il n'est pas esclave de ses désirs. C'est ce type de force que le stoïcisme cultive. Pas la force de celui qui fonce tête baissée, mais celle de celui qui se retient avec intention. Appliquer cette leçon commence par t'observer. Combien de fois manges-tu sans avoir faim? Parles-tu sans nécessité? Acceptes-tu ce que tu ne veux pas, simplement parce que tu ne sais pas dire non? Combien de fois te surcharges-tu de tâches qui n'ont pas d'importance ou te laisses-tu emporter par des impulsions qui te pèsent ensuite? Chacune de ces fois est une occasion d'exercer la tempérance. Et ce n'est pas facile. Dire stop quand le corps en veut plus, quand l'environnement fait pression, quand tout te crie de continuer, c'est un acte de caractère. Mais si tu le répètes, si tu t'entraînes, tu commences à construire une vie plus ordonnée, plus légère, plus consciente. Tu commences à maîtriser ce que tu consommes, ce que tu acceptes, ce que tu donnes. Épictète n'avait ni richesse ni luxe, mais il avait la paix. Parce qu'il a compris que celui qui a le moins besoin est celui qui possède le plus. C'est là la paradoxe que la plupart ne comprennent pas. Plus tu contrôles tes désirs, plus tu es libre. Et quand tu es libre, tu n'as plus besoin de te remplir de tout pour te sentir complet. Tu apprends à vivre avec ce qui est juste, et à partir de là, tu peux commencer à vivre avec sens. La tempérance n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse qui te soutient lorsque le reste du monde déborde. 4. Reste humble pour toujours apprendre. La coupe qui croit être pleine ne reçoit plus d'eau, elle stagne, elle pourrit. C'est ainsi que se comporte celui qui est convaincu qu'il en sait assez, qu'il a atteint une sorte de sommet d'où il peut regarder les autres de haut.
L'ego, lorsqu'il est gonflé, devient un bandeau qui couvre les yeux, et avec le temps, il ne t'empêche pas seulement de voir les autres, mais aussi de te voir toi-même avec honnêteté. L'humilité, en revanche, maintient l'esprit ouvert, en mouvement, prêt à grandir, à se tromper et à recommencer sans honte. Épictète, bien qu'il fût un maître, ne se considérait jamais comme sage. Il disait qu'il continuait à apprendre, que chaque jour était une occasion de revoir ses pensées, ses jugements, ses émotions. Il ne prêchait pas depuis un piédestal, mais depuis le sol, aux côtés de ceux qui luttaient également pour se comprendre, pour se surpasser, pour vivre mieux. C'est là la vraie grandeur, non pas celle de celui qui enseigne de loin, mais celle de celui qui s'implique avec humilité dans son propre apprentissage continu. L'humilité n'est pas de baisser la tête devant n'importe qui ni de se dévaloriser, c'est de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, que personne n'est à l'abri de l'échec, que même dans la critique, il y a des leçons si on sait écouter. L'arrogance vexe lorsqu'on le corrige. L'humilité remercie parce qu'elle sait que c'est là que se trouve la croissance. L'arrogant croit qu'il est arrivé. L'humilité comprend qu'elle est toujours en chemin. Vivre avec humilité, c'est résister à ce besoin constant d'avoir raison. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux changer d'avis, que tu peux apprendre même de celui qui semble en savoir moins. L'orgueil construit des murs, l'humilité construit des ponts. Et ces ponts ne se connectent pas seulement avec les autres, ils se connectent aussi avec des parties de toi que tu n'avais pas voulu regarder. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'apparence du savoir est récompensée. Tout le monde a une opinion, tout le monde corrige, tout le monde pense avoir la réponse. Mais peu de gens prennent vraiment le temps d'écouter et de dire « je ne sais pas », de poser des questions sans honte, de s'entourer de personnes qui les défient plutôt que de simplement les applaudir. Cela demande du caractère, car il est plus confortable de s'entourer d'admirateurs que de mentors, plus confortable de répéter ce que tu sais déjà que de te confronter à ce que tu ne comprends pas. Pour cultiver l'humilité dans la vie quotidienne, il suffit de changer d'attitude face aux erreurs. Au lieu de les justifier ou de les cacher, regarde-les en face. Pose plus de questions, écoute plus, accepte quand quelqu'un a un meilleur point que le tien. Et surtout, ne cesse jamais de lire, d'observer, de te questionner. Parce que celui qui cesse d'apprendre devient rigide. Et ce qui est rigide se brise au premier coup. Être humble n'est pas une faiblesse, c'est une force dans sa forme la plus élégante. C'est pouvoir dire « je me suis trompé » sans que cela te détruise. C'est demander de l'aide sans te sentir moins. C'est partager ce que tu sais sans avoir besoin de te vanter. Épictète nous a enseigné qu'il n'y a pas de vertu sans connaissance de soi, et qu'il n'y a pas de connaissance de soi sans humilité. Parce que seul celui qui descend du piédestal peut se voir clairement. Lorsque tu décides de vivre avec humilité, tu n'as plus besoin de concurrencer les autres, seulement toi-même. Et c'est là que la croissance devient réelle. Tu cesses de te voir comme quelqu'un de fini et tu commences à te voir comme une œuvre en constante construction. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est une forme de pouvoir. Parce que celui qui continue à apprendre, continue à avancer. Et celui qui continue à avancer n'est jamais vaincu. Reste humble, non pas pour plaire, mais pour pouvoir évoluer sans limite et atteindre tes objectifs. 5. Vis guidé par des principes fermes, non par des impulsions. Un bateau sans gouvernail ne navigue pas, il se laisse porter par le courant. Il peut bouger, oui, mais il n'avance pas. Il flotte seulement au hasard, vulnérable à chaque tempête. Ainsi vit celui qui n'a pas de principe. Il agit parce que quelque chose le pousse, parce que quelqu'un le convainc, parce qu'une émotion l'entraîne. Et puis, il se demande pourquoi il finit encore et encore au même endroit. Peu importe combien de connaissances tu as ou combien de rêves tu te proposes, si tu n'es pas guidé par des principes fermes, tout ce que tu fais sera fragile. Les émotions changent, l'environnement change, mais les principes, s'ils sont vrais, restent. Épictète a été clair. Il enseignait qu'il n'y a pas de vie vertueuse sans direction interne. Il disait que l'être humain doit agir à partir de la raison, non à partir de l'émotion débordante.
que chaque décision doit passer par le filtre de la cohérence, du devoir, du respect de soi. Parce que ce que tu fais dans tes pires jours définit plus qui tu es que ce que tu fais quand tout est en ta faveur. Les principes ne sont pas des ornements moraux, ils sont des lignes invisibles qui séparent l'homme qui se tient debout de celui qui se brise sous la pression. Aujourd'hui, beaucoup confondent l'impulsion avec l'authenticité. Ils croient que faire ce qu'ils ressentent sur le moment, c'est être libre, que se laisser emporter, c'est vivre intensément. Mais la vérité est que l'impulsivité n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. C'est vivre comme une feuille dans le vent, sans direction, sans but, sans racine. Agir à partir de l'émotion peut sembler bon au début, mais tôt ou tard, cela entraîne des conséquences qui t'obligent à payer un prix plus élevé que tu ne le pensais. Vivre avec des principes ne signifie pas devenir rigide ou éteint, cela signifie savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand défendre quelque chose et quand le lâcher. C'est avoir un code interne qui ne se vend pas pour des applaudissements et qui ne se brise pas sous les menaces. Parce que quand tu sais qui tu es et en quoi tu crois, tu n'as pas besoin de le prouver, tu le reflètes dans chaque décision. Tu n'as pas besoin de crier tes valeurs au monde, tu as besoin de les vivre. Être ferme quand tout invite à céder. Être honnête quand mentir semble plus facile. Être juste quand l'injustice est la norme. Les principes sont testés au quotidien, dans ce que tu choisis quand personne ne regarde, dans ce que tu fais quand tu pourrais t'en sortir, mais que tu décides de faire ce qui est juste. Cela s'entraîne. Cela n'apparaît pas du jour au lendemain. Commence par t'observer. Demande-toi si ce que tu fais est cohérent avec ce que tu dis défendre. Demande-toi si tu cèdes à la colère, à l'envie ou au besoin d'approbation. Demande-toi si tes décisions reflètent ce que tu es ou si tu réagis simplement. Chaque jour te donne une nouvelle opportunité de réaffirmer ou de trahir tes principes. Et chaque choix construit ton caractère, pour le meilleur ou pour le pire. Épictète ne parlait pas de la théorie. Il a été mis à l'épreuve de nombreuses fois. Il a vécu comme un esclave, a été expulsé de Rome, a affronté le mépris des puissants, et pourtant il n'a jamais dévié de ce qu'il croyait juste. Parce qu'il comprenait que celui qui vit selon des principes n'est jamais vraiment désavantagé. Il peut perdre ce qui est externe, mais il conserve quelque chose que personne ne peut lui enlever, son intégrité. Vivre ainsi ne te rend pas parfait, ça te rend fort. Et dans un monde où beaucoup se vendent pour le confort, pour l'acceptation ou par peur, rester ferme est un acte de courage. C'est construire une vie qui ne dépend pas des conditions, mais de tes décisions. Si tu vis guidé par des principes, alors rien ni personne ne peut te sortir de ton chemin. 6. Accepte ce qui n'est pas sous ton contrôle. Il y a des tempêtes qui, peu importe combien tu cries ou supplies, ne s'arrêteront pas. Tu peux fermer les fenêtres, renforcer les portes, protéger ce qui est à ta portée, mais tu ne peux pas arrêter la pluie. Et il en va de même dans la vie. Il y a des situations, des personnes, des décisions qui échappent complètement à ton contrôle. Serrer les dents ou t'épuiser mentalement ne fera pas changer les choses. Ce que tu peux changer, c'est ta façon de faire face à cette tempête. C'est la base de la véritable force. Accepter ce que tu ne contrôles pas pour te concentrer sur ce que tu peux. Épictète a été catégorique à ce sujet. Ce n'est pas sage celui qui comprend à moitié. C'est sage celui qui reconnaît sans se plaindre ce qui est hors de son pouvoir. Car cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. Savoir distinguer ce qui est entre tes mains de ce qui ne l'est pas t'épargne des souffrances inutiles. Parfois, on souffre plus de la résistance que du fait en lui-même. Tu te bats contre l'inévitable, tu te disputes avec le passé, tu essaies de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter, et tu finis épuisé, frustré, sans paix. Accepter ne signifie pas se rendre, cela signifie rediriger l'énergie. As-tu perdu quelque chose? Tu ne peux pas l'éviter, mais tu peux décider comment te relever. Quelqu'un t'a trahi? Tu ne peux pas contrôler ses actes, mais tu peux choisir si tu restes attaché à cette douleur.
Un objectif n'a pas été atteint comme tu l'espérais. Tu ne peux pas remonter le temps, mais tu peux ajuster ton chemin. Tout cela est du pouvoir à l'état pur, le pouvoir d'arrêter de gaspiller ta force en te battant avec des fantômes. Celui qui accepte la réalité telle qu'elle est n'est pas passif, il est stratégique, car de l'acceptation naît l'action intelligente. Il ne s'agit pas de permettre des abus ou de croiser les bras, il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous voudrions qu'elles soient. De là, de cette vision sans filtre, commence le véritable mouvement. Le problème est que l'on nous a appris que accepter c'est perdre, que si tu ne contrôles pas, tu es faible. Mais c'est l'inverse. Il est plus facile de crier au monde que de garder le silence et de travailler sur ce qui dépend de toi. Il est plus facile de rejeter la faute que d'assumer ta part. Il est plus facile de se victimiser que de se réorganiser à l'intérieur et d'avancer. C'est pourquoi accepter est un signe de maturité, de tempérament, de lucidité. S'entraîner à cette attitude commence par de petites choses. Lorsque quelqu'un agit de manière injuste, au lieu de réagir avec une colère automatique, répète-toi « Cela ne dépend pas de moi ». Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, change la question de « Pourquoi moi ? À que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai ?» Ainsi, peu à peu, le chaos perd son pouvoir sur toi. La liberté naît lorsque tu comprends que tout ne peut pas être changé, mais que tu peux changer la façon dont tu y fais face. Cette différence transforme des vies, parce que pendant que d'autres continuent à se battre avec la réalité, tu avances déjà avec intelligence, avec calme, avec direction. Épictète a perdu beaucoup de choses. Il a été exilé, ridiculisé, contraint de vivre avec peu. Et pourtant, il ne s'est jamais montré brisé. Parce que sa paix ne venait pas de ce que le monde lui offrait, mais de sa capacité à décider comment y faire face. Cela ne fait pas de lui un héros inaccessible, mais un exemple pratique. Si lui a pu maintenir sa dignité face au rejet et au dénuement, tu peux aussi le faire dans ta vie de tous les jours. Accepter ce que tu ne contrôles pas est une forme de respect envers toi-même. C'est arrêter de vivre à la merci de l'incertain. C'est te tenir debout, au milieu du chaos, sans perdre l'équilibre. C'est regarder la tempête sans peur, sachant que même si tu ne peux pas t'arrêter. 7. Trouve le bonheur dans le présent, pas dans les désirs futurs. Beaucoup vivent comme s'ils avaient une corde attachée au cou qui les tire toujours vers l'avant, incapables de s'arrêter une seule seconde. Ils supposent que la plénitude se trouve dans le prochain accomplissement, dans le prochain amour, dans la prochaine reconnaissance. Ils ne respirent pas, ils ne se permettent pas de se reposer, parce qu'ils supposent que le bonheur est un but qui n'est atteint qu'après avoir tout accompli. Mais c'est l'illusion la plus épuisante, parce qu'il manque toujours quelque chose, il y a toujours une raison de reporter le bien-être, comme si c'était une récompense pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Épictète, qui a vécu sans richesse, sans position sociale, sans confort, a compris quelque chose que beaucoup mettent une vie à apprendre. Le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu choisis à l'intérieur. Il disait que si tu ne trouves pas la sérénité avec ce que tu as maintenant, tu ne la trouveras pas non plus quand tu auras plus. Parce que le désir sans frein est une prison déguisée en ambition. Plus tu désires, moins tu vois. Plus tu poursuis, moins tu habites. Et le pire, c'est que cette mentalité se déguise en effort, en dépassement, en soif de croissance. Mais ce n'est pas de la croissance, c'est de l'anxiété chronique. Parce qu'elle ne part pas d'une vision claire, elle part d'une idée inconsciente de manque. Je ne suis pas encore assez. Je ne peux pas être en paix encore. Je ne mérite pas de profiter encore. Et ce « encore » s'étend jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu as vécu en attendant et non en vivant. Le bonheur n'est pas un luxe pour quand tout va bien. C'est un muscle qui se forme en apprenant à voir ce qui fonctionne, ce qui t'entoure, ce qui est à ta portée. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, ni de nier les rêves. Il s'agit de ne pas mettre ta paix en otage d'un résultat incertain. Le monde est plein de gens qui ont tout et vivent vides, et aussi de personnes avec peu qui marchent avec une tranquillité que beaucoup envient. La différence réside dans l'endroit où ils mettent leur attention.
pas dans ce qu'il possède. Pratiquer cette vision implique de s'arrêter, ralentir, observer, écouter, être complètement dans une conversation sans penser à la suivante, manger sans le téléphone à la main, marcher sans l'esprit pris dans ce qui manque, remercier sans besoin d'une raison extraordinaire. Ce sont des détails qui semblent insignifiants, mais qui ajoutent de la vie réelle, pas une vie imaginée. L'un des plus grands pièges modernes est de croire que tout doit s'améliorer pour que nous puissions aller bien. Cette pensée te condamne à être toujours insatisfait. Parce que quand arrivera ce que tu attends tant, tu désireras déjà la suite. Le but se déplace, le besoin se réinvente, et ta paix s'éloigne. Épictète insistait sur l'entraînement de l'esprit pour rester ferme, même lorsque tout autour change. Parce qu'il comprenait que l'environnement sera toujours incertain. La seule chose sûre est ta façon de le regarder. Et si tu entraînes ce regard, tu peux trouver la sérénité même au milieu du désordre. Fais une vraie pause. Demande-toi si aujourd'hui tu peux te sentir complet sans dépendre de cet objectif qui n'est pas encore arrivé. Si tu peux voir de la valeur dans ta journée sans qu'il ne se passe rien d'extraordinaire. Si tu peux trouver un moment de silence et en profiter sans hâte. Si la réponse est non, tu as besoin d'ajuster ton point de vue. Parce que la plénitude ne t'attend pas ailleurs. Elle est déjà présente. Tu n'as juste pas voulu la regarder en face. Quand tu apprends cela, tu arrêtes de mendier des émotions. Tu vis depuis la solidité. Et tout ce qui arrive après n'est plus un besoin désespéré, mais un complément. 8. Déclare qui tu veux être et agis chaque jour en cohérence. Un sculpteur n'attend pas que la pierre se moule d'elle-même. Il ne s'assoit pas devant le bloc en attendant de voir ce qu'il deviendra avec le temps. Il prend le ciseau et frappe, jour après jour, guidé par une idée claire de ce qu'il veut révéler. Ta vie devrait être ainsi. Il ne s'agit pas d'attendre que le caractère se forme par accident ou que les circonstances te définissent. Il s'agit de décider, avec force et sans détour, qui tu veux être. Et ensuite agir en conséquence, même quand personne ne regarde, même quand c'est inconfortable, même quand c'est difficile. Épictète ne parlait pas de devenir une idée idéalisée de vertu. Il parlait d'avoir une clarté sur le type de personne que tu souhaites construire et de t'engager dans ce processus. Non pas avec des mots vagues ou des intentions passagères, mais avec des actions concrètes et cohérentes. Car il ne sert à rien de dire que tu cherches l'intégrité si tu trahis tes valeurs quand cela t'arrange. Peu importe combien de livres tu lis, si tu ne vis pas en cohérence avec tes principes, tout devient un discours vide. Ce monde est plein de gens qui prétendent être quelque chose, mais agissent autrement. Des personnes qui prêchent le respect et vivent avec mépris, qui exigent la justice et piétinent ceux qui sont à leur côté, qui parlent d'authenticité et se cachent derrière des masques. Déclarer qui tu veux être n'est pas une phrase inspirante à écrire sur un papier. C'est une affirmation d'engagement. C'est te lever chaque jour avec la décision ferme de ne pas te trahir. Et oui, tu vas échouer, tu vas dévier, tu vas sentir que tu recules. Mais si ton intention est ferme et que tes actions cherchent à s'aligner, tu avances. Parce qu'il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intégrité. La cohérence n'est pas toujours confortable. Parfois, elle t'oblige à dire non quand tout le monde dit oui. Parfois, elle te laisse seul, loin du bruit, loin de l'approbation facile. Mais elle te donne aussi une tranquillité d'esprit inestimable. Savoir que tu ne te dois pas d'excuses à toi-même, que tu n'as pas eu à sacrifier ta dignité pour appartenir ou pour plaire, cela te donne une force que personne ne peut t'enlever. Pose-toi une question précise. Si ta vie était un film muet, sans explication, sans justification, comprendrait-on qui tu es simplement parce que tu fais ? Ou tes actions contredisent-elles tes paroles? C'est une façon brutale, mais honnête, de mesurer ta cohérence, et pas pour te blâmer, mais pour corriger le cap. Épictète enseignait que nous ne devons pas agir en fonction de ce que nous ressentons à l'instant, mais en fonction du type de personne que nous avons décidé d'être. Si tu as choisi d'être quelqu'un de juste, tu n'agis pas avec justice seulement quand c'est facile.
Si tu as décidé d'être discipliné, tu ne bouges pas seulement quand tu es motivé. C'est vivre avec un but, c'est prendre le contrôle. Déclare qui tu veux être. Écris-le si nécessaire. Lis-le chaque matin. Et ensuite aligne tes paroles, tes choix, tes habitudes, tes limites. Parce que chaque décision ajoute ou soustrait à cette identité. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'intègre si chaque jour tu agis dans la direction opposée. Tu ne peux pas réclamer le respect si tu te trahis toi-même. Ce monde n'a pas besoin de plus de discours. Il a besoin de plus de personnes qui vivent en cohérence, qui n'ont pas besoin de s'expliquer parce que cela se voit, qui ne dépendent pas de la croyance des autres en eux, parce que leur façon d'agir est leur plus grande déclaration. Et si tu décides d'être l'une de ces personnes, alors chaque jour, une chambre désordonnée reflète plus que ce que l'on voit à première vue. Ce n'est pas seulement de la poussière et des objets hors de leur place, c'est aussi le poids de ce qui s'est accumulé, les choses qui n'ont jamais été utilisées, les souvenirs qui ne servent plus et le manque d'espace pour le nouveau. C'est aussi la vie quand elle est remplie de charges émotionnelles, de mauvaises habitudes et de promesses qui n'ont jamais été tenues. Il est difficile d'avancer, de respirer et même de perdre la clarté pour décider où aller. Ranger sa vie n'a rien à voir avec l'apparence ou la perfection, mais avec la survie. Parce que tant qu'on est entouré de bruit, de distractions et de dépendance, l'essentiel reste enfoui. Le stoïcisme l'a compris comme peu d'autres. La liberté n'arrive pas en ajoutant plus, mais en se débarrassant de l'inutile. Elle n'apparaît pas quand tout est calme à l'extérieur, mais quand l'esprit se renforce pour résister à n'importe quelle tempête. Cette vidéo ne cherche pas à embellir avec des mots doux ni à donner des conseils faciles à oublier. Ici, on parle sérieusement, avec la dureté de la réalité et avec la clarté qui dérange, parce que c'est la seule chose qui réveille. Si la vie semble lourde, si les heures se perdent sans direction et que le vide continue de grandir, alors il est temps de prendre des décisions fermes. Ce que vous entendrez ensuite ne sont pas des formules magiques, mais des stratégies stoïciennes pratiques qui exigent discipline, courage et détermination. Des stratégies qui, si elles sont appliquées avec conviction, ordonneront l'esprit, libéreront le cœur et rendront le contrôle de votre chemin. Ici commence ce processus que vous pourrez contrôler. 1. Récupérer la liberté intérieure. Marcher dans un marais avec des chaînes attachées aux chevilles est l'équivalent de vivre piégé par les vices, les impulsions et les habitudes automatiques. Chaque pas devient lent, épuisant, et même si la sortie est proche, on n'avance jamais parce que ce que l'on traîne pèse plus que la volonté de sortir. C'est la réalité de beaucoup de personnes qui croient être libres, mais qui sont en réalité prisonnières de ce qu'elles répètent sans réfléchir. Parler de liberté intérieure n'est pas un discours philosophique qui reste dans les livres, c'est un appel à couper ces chaînes invisibles qui déterminent chaque décision et chaque échec. Les stoïciens comprenaient que la véritable esclavage n'était pas celui imposé par les autres, mais celui que l'on accepte soi-même en cédant sa volonté aux désirs et aux impulsions. Aujourd'hui, cet esclavage se déguise en addiction au téléphone, à la consommation excessive, aux besoins d'approbation ou aux petits plaisirs qui semblent inoffensifs, mais qui minent peu à peu la discipline. Chaque fois qu'un acte automatique est répété, sans se demander s'il apporte ou détruit, on cède un peu plus de contrôle à quelque chose d'externe. Le problème n'est pas de profiter, mais de dépendre. Et la dépendance transforme toujours en esclave. Récupérer la liberté intérieure commence par l'acte de s'arrêter et d'observer avec honnêteté. Quelle habitude te gouverne? Quelle impulsion s'empare de ton esprit lorsque tu essaies de te concentrer? Cela peut être l'urgence de vérifier les notifications, le besoin de donner son avis dans des discussions inutiles, l'habitude de manger sans avoir faim ou de dépenser ce que l'on n'a pas. Tous ces gestes répétés s'accumulent jusqu'à modeler un style de vie qui éloigne du but. Les stoïciens enseignaient que se maîtriser soi-même est le plus grand des pouvoirs, et que sans cette conquête personnelle, il n'y a pas d'ordre ni de clarté possible.
Le contrôle se récupère en affrontant de front ce qui gouverne dans l'ombre. Il ne suffit pas de le reconnaître, il faut le couper avec fermeté. Cela signifie remplacer les impulsions par des décisions conscientes. Si la main va seule vers l'écran, arrête-toi, respire et choisis une autre action. Si la routine te pousse à faire les mêmes erreurs, romps le schéma avec un changement immédiat. N'attends pas de te sentir prêt, car le confort ne sera jamais un allié dans ce processus. Le stoïcisme enseigne que la discipline ne se discute pas, elle s'exerce. Chaque jour est un entraînement où l'on décide si l'on sera maître de soi-même ou si l'on cédera le contrôle à des caprices. Récupérer la liberté intérieure implique aussi d'accepter l'inconfort. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de comprendre que l'effort et la résistance font partie de la construction du caractère. Celui qui apprend à résister à la tentation aujourd'hui sera capable de supporter de plus grandes épreuves demain sans se briser. L'esprit a besoin de se renforcer tout comme un muscle, et cela nécessite de la constance. Chaque petit acte d'autocontrôle est une victoire silencieuse qui, additionnée, construit la véritable indépendance. La liberté dont parlent les stoïciens n'est pas de faire ce que l'on veut sans mesure, mais d'avoir la capacité de choisir ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est se lever tôt quand la paresse crie le contraire. C'est garder son calme quand la colère pousse à perdre le contrôle. C'est choisir le silence quand la langue veut déchaîner du venin. C'est renoncer à la facilité pour conquérir l'essentiel. C'est être libre, car personne qui dépend d'une impulsion peut dire qu'il a le contrôle de sa vie. Si tu veux vraiment mettre de l'ordre, commence par récupérer cette liberté. 2. Lâcher ce qui n'apporte rien. Accumuler l'inutile est comme remplir un sac à dos avec des pierres que l'on n'utilisera jamais. Au début, on a l'impression que cela ne pèse pas tant que ça. Mais à chaque pas, le corps se courbe, la respiration devient courte et l'énergie est consommée à porter l'inutile plutôt qu'à avancer léger. La vie est pleine de ces pierres invisibles, des objets dont on n'a plus besoin mais que l'on garde par habitude. Des relations que l'on maintient par peur de lâcher prise, des émotions que l'on répète en silence, bien qu'elles ne construisent rien. Et le pire, c'est que la plupart des gens continuent à marcher avec ce poids, croyant que la fatigue et le manque de force sont normaux. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Tu ne peux pas te concentrer sur ce qui compte si tu es toujours entouré de ce qui te gêne. Quand tu gardes ce qui n'ajoute rien, tu lui donnes de la place dans ton esprit, dans ton énergie et dans ton temps. Chaque chose que tu conserves sans raison devient un rappel constant que tu n'as pas encore appris à te détacher. L'accumulation n'occupe pas seulement des tiroirs et des étagères, elle remplit aussi la tête de bruit, car chaque objet, chaque lien forcé et chaque pensée inutile devient une ancre qui empêche d'avancer vers ce que tu désires vraiment. Lâcher prise ne signifie pas mépriser ce qui a eu de la valeur à un moment donné, cela signifie reconnaître qu'il a déjà rempli son rôle. Le livre que tu as déjà lu et qui ne fait que prendre la poussière, l'amitié qui a cessé de te nourrir il y a des années, la culpabilité que tu continues de porter bien que l'erreur soit dans le passé, tout cela est un fardeau inutile. S'accrocher à l'inutile, c'est comme essayer de ranimer quelque chose qui est déjà terminé. Et cette résistance à lâcher prise consomme plus d'énergie que l'acte même de laisser aller. Le stoïcien comprend que la clarté vient du vide, pas de la saturation. Ce n'est que lorsque l'espace intérieur est nettoyé que l'on peut voir clairement ce qui compte vraiment. Si l'esprit est plein de ressentiments, de conversations en suspens ou de souvenirs douloureux, il n'y aura pas de place pour de nouvelles expériences ou pour la paix. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est un acte de force, car il exige de faire face à la peur de se retrouver sans rien et de découvrir que, en réalité, l'essentiel a toujours été là. Pratiquer le détachement au quotidien est un exercice de discipline. Commence par le plus simple. Examine ce que tu as dans ton environnement physique et demande-toi si tu l'utilises vraiment ou si tu le conserves par habitude. Fais de même avec ton cercle social. Identifie qui te fait grandir et qui ne fait que consommer ton énergie.
Observe tes pensées, détecte celles qui se répètent encore et encore sans rien résoudre, et décide de mettre fin à ce cycle. Chaque fois que tu élimines ce qui n'apporte rien, tu récupères de l'espace pour ce qui transforme vraiment. Le détachement ne signifie pas froideur ni indifférence. Il signifie apprendre à valoriser l'essentiel sans être lié à ce qui l'entoure. Un cœur plein de rancœur n'a pas de place pour la gratitude. Un esprit plein de distractions ne peut pas se concentrer sur ce qui est important. Une vie pleine de liens forcés n'ouvre pas la porte à des relations authentiques. Lâcher prise, c'est ouvrir la porte pour que vienne ce qui ajoute vraiment. Si tu veux vraiment mettre de l'ordre dans ta vie, apprends à ne porter que ce qui est nécessaire. Fais du détachement une pratique constante, car chaque jour, la société essaiera de te convaincre que tu as besoin de plus, que tu dois retenir, que perdre est synonyme d'échec. Mais en réalité, perdre ce qui n'ajoute rien est la plus grande victoire. Quand tu lâches prise, tu retrouves la légèreté. Et avec cette légèreté vient la clarté pour avancer sans peur, avec des pas fermes et une direction définie. C'est là la force d'apprendre à lâcher ce qui n'apporte rien. 3. Le pouvoir du pardon. Garder rancune est comme boire du poison en espérant que l'autre s'effondre. C'est un fardeau invisible qui s'installe sur le dos et qui, bien que non perceptible à première vue, consomme de la force, vole de l'énergie et déforme la façon dont on voit le monde. Le ressentiment transforme chaque souvenir en une blessure ouverte qui ne cicatrise jamais parce qu'on insiste à la gratter encore et encore. On pense que pardonner est un cadeau pour l'autre, mais en réalité, c'est une libération pour soi-même. Le stoïcisme comprend le pardon comme une stratégie de liberté. Il ne s'agit pas de justifier ce qui était mal, ni d'absoudre le coupable. Il s'agit de couper le lien toxique qui unit le cœur au passé. Tant que le ressentiment reste vivant, le présent est contaminé et l'avenir est limité. Chaque pensée de rancœur vole de l'espace qui pourrait être utilisé pour construire, apprendre et avancer. C'est comme traîner une ombre qui couvre chaque pas, empêchant de voir clairement où l'on va. Pardonner n'est pas oublier ni nier ce qui s'est passé. C'est le regarder en face, reconnaître le mal et choisir de ne plus le porter. Le stoïcien sait qu'il n'a pas de contrôle sur ce que les autres ont fait, mais il a le contrôle sur la façon dont il décide de réagir. Si quelqu'un te trahit, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux décider de ne pas être prisonnier de cette blessure pour le reste de ta vie. Le pardon est un acte de pouvoir, car il brise l'illusion que l'autre continue à dominer tes émotions. Pratiquer le pardon exige du courage. Ce n'est pas un processus immédiat ni facile, mais il est nécessaire. Commence par reconnaître quel ressentiment tu portes avec toi, quel souvenir te fait encore mal, quel nom te pèse encore. Écris-le, exprime-le dans un journal ou à voix basse, révèle ce que tu as gardé caché. Ensuite, demande-toi combien il te coûte de porter ce poids, combien d'énergie tu perds à te souvenir de ce que tu ne peux pas changer. Cette prise de conscience est la première étape pour lâcher prise. Le pardon nécessite aussi de l'humilité. Reconnaître que tous, à un moment donné, nous avons échoué, que personne n'est à l'abri de blesser autrui, même sans intention. Cette compréhension ne minimise pas ce qui a été souffert, mais elle ouvre une perspective plus large. Si tu attends de la compréhension pour tes erreurs, tu peux aussi choisir de la donner aux autres. Et la donner non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que ta paix intérieure vaut plus que de rester attaché à une chaîne de haine. Ne pas pardonner, c'est perpétuer le mal. Cela signifie que l'erreur du passé continue de gouverner le présent. Chaque fois que tu te souviens avec colère de ce que quelqu'un a fait, tu permets à cette personne d'avoir encore du pouvoir sur toi. Le pardon coupe ce contrôle et rend l'autorité à ton intérieur. C'est un rappel que ta vie ne dépend pas de ce que les autres ont fait, mais de ce que tu décides de faire avec. Le stoïcien comprend que la vie est trop courte pour la gaspiller à nourrir des rancunes. Chaque minute que tu consacres à la haine est une minute que tu n'utilises pas pour aimer, pour créer, pour grandir.
Le pardon libère de l'espace pour la gratitude, pour de nouvelles relations, pour de nouvelles opportunités. C'est comme ouvrir des fenêtres dans une pièce fermée depuis des années. Soudain, l'air entre, la lumière illumine et tout change de perspective. Si tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, tu as besoin de cette étape. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'un des plus grands actes de force. C'est dire clairement: je ne vais pas permettre que mon présent continue d'être dicté par les blessures du passé. C'est déclarer l'indépendance émotionnelle et récupérer. 4. Protéger l'esprit. Une forteresse peut avoir des murs imposants, mais si la porte reste ouverte, tôt ou tard, l'ennemi entre et détruit de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Peu importe combien d'efforts tu mets à grandir ou à maintenir la discipline, si tu ne fais pas attention à ce que tu laisses entrer, tu finiras dominé par des idées, des voix et des stimuli qui érodent ta force intérieure. La société actuelle n'envahit pas avec des armées, elle envahit avec des notifications, des titres alarmistes, des comparaisons sur les réseaux sociaux et des conversations vides qui semblent inoffensives, mais qui s'épuisent lentement jusqu'à affaiblir la clarté. Le stoïcisme enseigne que protéger l'esprit est un devoir aussi important que de prendre soin du corps. Il ne s'agit pas de se renfermer dans un silence absolu, mais de filtrer intelligemment ce qui nourrit et ce qui intoxique. Chaque nouvelle qui ne cherche qu'à générer de la peur, chaque personne qui décharge sa frustration sur toi, chaque réseau social qui vole des heures sans apporter de valeur, sont comme des soldats ennemis qui franchissent la porte ouverte de ta forteresse. Et si tu ne prends pas la décision de la fermer, ils décideront pour toi comment tu dois penser, sentir et agir. L'esprit est un terrain fertile. Ce que tu y sèmes, y pousse. Si tu plantes des idées de doute, de haine, de peur, ces fruits t'accompagneront chaque jour. Si tu choisis de cultiver des pensées de calme, de but et de résilience, alors tu auras des armes prêtes pour quand les tempêtes arriveront. Protéger l'esprit implique un travail conscient de vigilance, de fixer des limites claires à ce qui entre et à ce qui reste. Parce que tout ce que tu consommes devient une partie de toi, et ce que tu laisses les autres semer en toi définit la qualité de ta vie. La première étape pour protéger l'esprit est d'identifier les sources de bruit. Demande-toi ce qui te laisse épuisé après l'avoir consommé. Cela peut être un journal télévisé qui répète les malheurs sans offrir de solution, un groupe de personnes qui ne parlent que de problèmes, ou même tes propres pensées qui se répètent comme un écho négatif. Reconnaître ces fuites d'énergie est essentiel pour commencer à les fermer. La clarté n'émerge pas sur un terrain contaminé, elle émerge lorsque la terre est nettoyée de tout ce qui empêche de grandir. La discipline stoïcienne propose de choisir ce qui renforce. Consacrer du temps à des lectures qui nourrissent, à des conversations qui ajoutent, à des moments de silence qui ordonnent le chaos interne. Tout ce qui brille n'est pas utile. Et tout ce qui divertit ne vaut pas la peine. Nous vivons à une époque où n'importe qui peut crier sur la place publique virtuelle, et si tu ne filtres pas, tu finiras par porter des opinions étrangères comme si elles étaient tes propres vérités. Choisis fermement quelles voix tu permets en toi et lesquelles tu rejettes sans culpabilité. Protéger l'esprit, c'est aussi apprendre à dire non. Non à la discussion qui ne mène nulle part, non à la provocation qui cherche à t'entraîner, non à l'addiction déguisée en distraction. Chaque non que tu prononces clairement est un mur qui se dresse dans ta forteresse intérieure. Et plus ces murs sont solides, plus il sera difficile pour l'extérieur de décider de ta paix. Le stoïcien ne cherche pas à échapper à la réalité, mais il ne se soumet pas non plus à elle comme un esclave. Il apprend à utiliser des filtres et comprend que prendre soin de l'esprit, c'est protéger la racine de toute action. Celui qui néglige son esprit perd la bataille avant de la commencer. Celui qui le protège conserve la capacité de choisir même au milieu du chaos. Et c'est là que réside la véritable liberté. Non pas dans le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la décision ferme de ce qui est permis à l'intérieur. 5. Se concentrer sur l'essentiel.
L'eau qui coule partout se disperse jusqu'à perdre sa force, mais lorsqu'elle s'écoule dans un lit solide, elle devient un courant irrésistible, capable de déplacer des montagnes. La vie fonctionne de la même manière. Celui qui disperse son attention dans 1000 directions finit par se fatiguer et se vider, tandis que celui qui concentre son énergie sur ce qui compte vraiment trouve de la clarté, de l'avancement et du sens. La plupart des gens ne sont pas en échec par manque de talent, mais parce qu'ils confondent l'urgent avec l'important et finissent par dépenser leur énergie dans des choses qui ne laissent jamais de traces. Le stoïcisme insiste sur une vérité inconfortable. La vie devient désordonnée lorsque l'on essaie de plaire à tout le monde, lorsque l'on accepte chaque engagement sans réfléchir, lorsque l'on dit oui par peur de déranger. La conséquence est une routine saturée, un calendrier qui étouffe et un esprit qui ne distingue pas entre ce qui construit et ce qui détruit. La racine du désordre réside dans l'incapacité de filtrer, de choisir, de couper l'inutile sans culpabilité. Ordonner signifie prioriser, et prioriser exige du courage pour fermer la porte à ce qui ne mène à rien. Se demander ce qui est essentiel est le début de toute clarté. Posez-vous la question crûment. Quelles activités vous rapprochent vraiment de la vie que vous désirez? Quelles relations renforcent et lesquelles vous épuisent? Quelles conversations construisent et lesquelles drainent simplement votre énergie? La sincérité dans ces réponses est ce qui fait la différence entre vivre concentré ou vivre perdu dans les distractions. Celui qui ne définit pas les priorités devient l'esclave des demandes des autres, donnant ses heures à l'étranger, tandis que ses propres rêves pourrissent en attente. Se concentrer implique d'apprendre à dire non sans peur. Non aux demandes qui volent votre temps, non à la comparaison qui vous freine, non à l'obligation déguisée en engagement. Chaque non que vous prononcez est une déclaration de liberté, et chaque oui que vous réservez pour l'essentiel est un pas vers la vie que vous voulez construire. Lorsque vous concentrez votre énergie sur quelques actions profondes, la dispersion disparaît et avec elle s'en va la fatigue inutile. Elle est remplacée par une force dirigée, propre, capable de transformer en résultat réel ce qui n'était auparavant que des tentatives dispersées. Le stoïcien sait que le temps est la ressource la plus précieuse et que le gaspiller est la façon la plus silencieuse de ruiner sa vie. Se souvenir de la mort, comme il le conseillait, n'est pas un exercice morbide, c'est une alarme constante qui dit « Ne dépensez pas tout dans le trivial, car chaque jour compte ». La conscience de la brièveté de la vie oblige à couper avec le superflu, avec le besoin de paraître, avec l'urgence de prouver. Ce qui compte vraiment n'a pas besoin de bruit, il se reconnaît en silence et se cultive avec constance. Pour l'appliquer, commencez par un exercice simple. Écrivez chaque matin 3 choses qui méritent vraiment votre énergie et engagez-vous à les faire avant d'ouvrir la porte à toute distraction. Examinez à quoi vous consacrez vos heures et éliminez ce qui ne porte pas de fruits. Comprenez la différence entre bouger sans arrêt et avancer avec direction, car ce n'est pas la même chose. Il y a ceux qui passent la journée à courir après des tâches inutiles. Et il y a ceux qui, avec quelques actions conscientes, changent leur destin. Se concentrer sur l'essentiel est ce qui donne de l'ordre à la vie. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui est juste avec toute votre force. Lorsque vous choisissez ce qui a de la valeur et que vous rejetez le reste, vous retrouvez la clarté, la paix et le but. C'est la stratégie stoïcienne qui fait la différence. 6. Nettoyer l'esprit quotidiennement. Un bureau plein de papier, de tasses vides et de poussière accumulée finit par devenir un espace impossible pour se concentrer. Même si tu veux travailler, chaque chose hors de place interrompt et disperse. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il se remplit de pensées en suspens, de tensions non résolues et de préoccupations qui se répètent sans cesse. On essaie d'avancer, mais le bruit interne ne le permet pas, parce que rien n'est en ordre. La clarté mentale ne s'obtient pas en attendant qu'un jour tout se calme. Elle se construit avec une habitude consciente. Nettoyer quotidiennement ce qui est superflu.
Le stoïcisme ne parlait pas d'accumuler des victoires, mais de garder l'esprit préparé. Un esprit plein de déchets émotionnels est comme une rivière polluée. Il perd sa pureté et finit par entraîner le pire de lui-même dans chaque coin. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur la pratique de la réflexion quotidienne, sur l'examen de ce qui a été vécu, sur le lâcher-prise de ce qui ne dépend pas de soi, et sur le maintien du calme face à l'inévitable. Le nettoyage n'est pas un événement isolé, c'est un processus constant, car chaque jour apporte de nouvelles charges qui, si elles ne sont pas lâchées, deviennent un poids inutile. Nettoyer l'esprit implique de revoir ce que l'on pense avec la même discipline que l'on vérifie l'hygiène personnelle. Tout comme on ne conçoit pas de passer des semaines sans se baigner, on ne devrait pas accepter d'accumuler des pensées nuisibles sans les examiner. La rancune, l'inquiétude pour l'avenir, la culpabilité pour ce qui ne peut plus être changé, tout cela est de la saleté mentale qui s'accumule jusqu'à bloquer l'énergie. Le véritable ordre commence de l'intérieur et celui qui veut avancer a besoin d'un espace intérieur dégagé. Il existe des pratiques simples qui sont puissantes si elles sont appliquées avec constance. Écrire dans un journal, à la fin de la journée, permet de libérer ce que tu ne veux pas garder en mémoire. Méditer quelques minutes en silence nettoie le bruit et ramène au présent. Respirer calmement, en période de tension, ouvre une fissure dans le tourbillon de pensée. Aucune de ces actions n'élimine les problèmes, mais toutes évitent qu'ils ne deviennent un chaos en toi. L'esprit a besoin de ces rituels, comme le corps a besoin de repos, car sans eux, il s'use plus rapidement qu'il ne peut se rétablir. Le nettoyage mental exige également une vigilance. Demande-toi quelles choses tu portes inutilement dans ta journée. Est-ce vraiment la peine de penser 10 fois à cette dispute? Est-ce utile de tourner en rond sur une erreur qui est déjà passée? Qu'y a-t-il à gagner à se souvenir de ce qui te fait mal si tu n'es pas prêt à le transformer? Ces questions ne cherchent pas à nier les émotions, elles cherchent à les ordonner, à les mettre à leur place et à éviter qu'elles n'envahissent chaque espace de ton intérieur. Le stoïcien ne réprime pas, mais il ne se laisse pas non plus emporter. Il observe, reconnaît et décide ensuite de lâcher prise. Un esprit propre devient un terrain fertile pour la clarté et l'action. Lorsque tu n'es pas lié à la tension d'hier ni à l'anxiété de demain, tu peux répondre calmement à ce qui se passe aujourd'hui. C'est vivre avec présence, et cette présence est celle qui permet de prendre de meilleures décisions. Celui qui porte trop ne voit pas clairement, mais celui qui nettoie quotidiennement conserve la capacité de distinguer ce qui importe de ce qui est superflu. Si tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, n'attends pas qu'un coup de chance ou un jour parfait arrive pour commencer. Commence par libérer ton esprit de tout ce dont tu n'as plus besoin. Fais de l'habitude de nettoyer un rituel indispensable, comme te laver les mains ou te reposer en dormant, parce que seul celui qui prend soin de ce qu'il pense a la force. 7. Se reconnecter avec la nature et la simplicité. Un arbre n'a pas besoin de décoration pour être majestueux. Il n'a pas besoin de bijoux ni d'artifices, juste de grandir fermement vers le ciel avec des racines profondes dans la terre. La grandeur de la nature réside dans sa simplicité, dans cette façon de nous rappeler que l'essentiel a toujours été à portée de main, même si nous l'avons oublié entre les écrans, le bruit et la précipitation. L'être humain, dans son obsession d'accumuler et de compliquer, s'est éloigné de cette source d'équilibre. Il vit entouré de choses qui promettent le bonheur et finit par perdre ce qu'il y a de plus précieux, la capacité de se sentir comblé par la simplicité. Le stoïcisme comprenait que la nature n'est pas seulement un décor, c'est une enseignante silencieuse. Observez comment le soleil se lève chaque matin sans demander la permission, comment les rivières coulent sans s'arrêter ou comment la graine brise la terre pour devenir vie, est une leçon de constance, de patience et de clarté. Se reconnecter à ce rythme naturel aide à organiser l'esprit, car il rappelle que tout ne dépend pas de la volonté humaine et que l'essentiel n'est jamais compliqué.
La vie simple est aussi la vie la plus profonde, car elle élimine les décorations inutiles et laisse ce qui soutient vraiment. Se reconnecter à la simplicité ne signifie pas renoncer à tout ce qui est matériel. Cela signifie apprendre à apprécier l'essentiel. Respirer calmement, marcher en plein air, observer un lever de soleil ou partager en silence avec quelqu'un de vrai sont des expériences qui redonnent de la perspective. Le bruit social fait croire que le bonheur se trouve dans la grandeur, dans le visible, dans le cher. Mais la clarté apparaît dans l'opposé, dans ce qui n'a pas besoin de masque ni d'excès. Lorsque vous parvenez à ressentir la paix dans le minimum, vous récupérez un pouvoir qu'aucune crise externe ne peut vous enlever. Le détachement se renforce également au contact de la nature. Marcher entre les montagnes ou s'asseoir face à la mer rappelle combien nous sommes petits et combien il est inutile de s'accrocher à ce qui est superflu. Cette expérience d'insignifiance n'est pas humiliante, elle est libératrice. Parce que si vous comprenez que vous faites partie d'un tout plus grand, que votre temps est limité et que l'extérieur est hors de votre contrôle, alors vous choisissez mieux comment vivre. Le stoïcien trouvait dans la nature non seulement du calme, mais aussi un guide sur comment accepter l'inévitable avec sérénité. Pratiquer la simplicité exige un acte conscient de couper ce qui intoxique. Moins d'objets que vous n'utilisez pas, moins de conversations qui n'apportent rien, moins de complications créées par le besoin de paraître. La société moderne vend l'idée que posséder plus est égal à vivre mieux. Mais l'expérience prouve le contraire. Plus vous accumulez, plus vous dépendez, plus vous vous chargez, moins vous profitez. Le véritable ordre émerge lorsque vous décidez de revenir à l'essentiel et découvrez que la paix n'est pas dans ce qui manque, mais dans ce que vous avez déjà. La reconnexion avec la simplicité peut aussi devenir un rituel quotidien. Marchez pieds nus quelques minutes, éteignez l'écran pour contempler le ciel nocturne. Remerciez un verre d'eau fraîche comme si c'était un trésor, parce qu'en réalité c'est le cas. Ces actes minimes, répétés avec conscience, redonnent au corps et à l'esprit une sensation de calme que rien d'artificiel ne peut remplacer. La vie ordonnée ne se construit pas en accumulant, elle se construit en lâchant prise et en appréciant les petites choses et les détails, quels qu'ils soient. 8. Valoriser et bien utiliser le temps. Le tic-tac constant d'une horloge ne progresse pas pour te rappeler l'heure, mais pour te rappeler que la vie se raccourcit à chaque seconde qui passe. Le temps ne demande pas la permission et n'attend pas que tu sois prêt, il suit simplement son cours. Et pendant ce temps, beaucoup le traitent comme si c'était une ressource illimitée, le gaspillant en distraction, le donnant à des personnes qui ne le valorisent pas, ou le gaspillant en soucis qui ne résolvent jamais rien. L'ironie est que tout le monde dit vouloir plus de temps, mais peu osent prendre soin de celui qu'ils ont déjà. Le stoïcisme l'a bien précisé. La seule chose que nous possédons vraiment est le présent, ni le passé qui n'existe plus, ni le futur qui n'est pas encore arrivé. Seulement cet instant qui, si tu ne l'exploites pas, devient de la poussière de mémoire. C'est pourquoi les stoïciens se souvenaient de la mort comme un exercice de lucidité. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour comprendre que la vie est finie et que perdre du temps sur ce qui n'a pas d'importance est une forme silencieuse de suicide. Chaque jour que tu donnes au bruit, à l'inutile, à ce qui ne construit pas, est un jour que tu ne récupéreras jamais. Valoriser le temps signifie auditer comment tu l'utilises. Pose-toi la question gênante. Combien de ton temps est consacré à ce qui transforme vraiment ta vie et combien à ce qui te divertit simplement? La réponse est souvent dérangeante, car elle montre que la plupart des gens consacrent des heures entières à des écrans, à des conversations sans but, à des tâches qui pourraient être éliminées sans que rien ne se passe. Organiser sa vie exige de couper ces vols invisibles. Le temps n'est pas un luxe, c'est l'essence de ce que tu es. Et en prendre soin, c'est prendre soin de toi-même. Bien utiliser son temps ne signifie pas le remplir d'activités, mais lui donner du sens. Certains courent d'un endroit à l'autre toute la journée et arrivent le soir vides, tandis que d'autres font peu de choses mais essentielles et se couchent avec la paix d'avoir progressé.
La différence réside dans l'intention avec laquelle tu choisis tes actions. Chaque matin, tu devrais te demander qu'est-ce qui mérite mon attention aujourd'hui? Qu'est-ce qui aura un impact? Qu'est-ce qui me rapproche du type de vie que je veux? Si tu ne le fais pas, d'autres décideront pour toi et tu finiras par dépenser ton énergie à répondre aux attentes des autres. Le temps est également respecté en posant des limites. Dire non à ceux qui volent des heures sans offrir de valeur, dire non à ceux qui cherchent à profiter de ta disponibilité, dire non à la tentation de te perdre dans les distractions. Chaque non que tu protèges est un oui à ta vie. Et chaque fois que tu priorises l'important, même si cela dérange, tu récupères un fragment de liberté. Le stoïcien comprenait que protéger le temps, c'est protéger la possibilité de vivre avec un but. Valoriser le temps, c'est aussi apprendre à être présent. Il ne sert à rien de planifier un avenir parfait si tu n'es pas capable de vivre cet instant. Le passé n'existe plus et l'avenir n'est jamais sûr. La seule chose réelle est ce moment, et si tu le vis avec conscience, le reste s'arrange. C'est la véritable richesse, non pas la quantité d'heures que tu as, mais l'intensité et la clarté avec lesquelles tu les utilises. Si tu cherches de l'ordre, commence par ton calendrier interne. Arrête de te tromper en pensant qu'il y aura toujours un demain. La vie se consomme aujourd'hui et ce que tu fais avec cette journée définit la direction de tout ce qui vient. Utilise ton temps comme un guerrier qui défend ce qui est sacré, car chaque minute est vie, et la perdre sans sens est la plus grande défaite. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Imagine que ta vie est une maison construite au milieu d'une tempête. Tu peux la décorer avec des meubles coûteux, accrocher des tableaux brillants sur les murs et prétendre que tout est en ordre. Mais si les fondations sont fissurées, tôt ou tard, le vent la renversera. C'est ainsi que fonctionne ton existence sans amour-propre. Ce que tu prétends à l'extérieur ne résiste pas à ce qui se passe à l'intérieur. L'amour-propre n'est pas un accessoire, c'est la base solide qui soutient tout le reste. Si tu ne l'as pas, ce que tu construis devient une ruine. Si tu le renforces, même au milieu du chaos, ta structure reste debout. L'amour-propre ne s'agit pas d'un caprice ni de phrases vides de motivation. C'est une position sérieuse face à la vie. C'est décider que tu ne vas pas dépendre des applaudissements des autres pour te sentir valable, parce que le jour où ces applaudissements manqueront, ton monde s'effondrera. Une personne qui ne se place pas au centre de sa propre scène finit par vivre l'œuvre que d'autres écrivent, en interprétant un rôle qu'elle n'a pas choisi, en acceptant des dialogues qui n'ont jamais résonné dans sa voix. C'est pourquoi ce chemin que nous allons parcourir ne cherche pas à te flatter l'oreille, il cherche à éveiller en toi la force que tu as déjà, mais que tu as peut-être oubliée. Parce que l'amour-propre n'est pas attendre que quelqu'un d'autre te valorise, c'est te valoriser toi-même, avec des faits, avec de la discipline et avec la fermeté de poser des limites. Et si tu n'apprends pas à construire cette relation avec toi-même, le monde se chargera de te rappeler que celui qui ne se respecte pas finit toujours par perdre. Mets ta vie au centre de ta scène. Imagine un théâtre plein de monde, les lumières allumées, le rideau ouvert, et toi debout au milieu de la scène. Mais au lieu d'être le protagoniste de ta propre pièce, tu as cédé ce rôle à d'autres. Ils décident quoi dire, quoi ressentir, comment agir, et tu observes depuis un coin comme un simple spectateur de ta propre existence. C'est la réalité de beaucoup de personnes. Elles vivent en suivant des scripts écrits par les attentes des autres, en s'adaptant à des rôles qu'elles n'ont jamais choisis. Le problème est que lorsque tu laisses d'autres occuper ta place centrale, ton histoire perd son sens et ta vie devient une œuvre sans authenticité. Récupérer ta scène signifie revendiquer ton droit d'être l'auteur, le réalisateur et le protagoniste de ta vie, sans demander la permission et sans craindre de décevoir qui que ce soit. Aimer la vie commence par la placer là où elle doit être, entre tes mains. Tu ne peux pas construire un futur épanoui si tu relègues constamment tes besoins au second plan pour plaire aux autres. Les stoïciens le savaient bien. Personne ne peut vivre pour toi.
personne ne peut souffrir pour toi et personne ne peut trouver ton but pour toi. Prétendre que la valeur de ta vie réside dans ce que les autres pensent ou décident, c'est te livrer comme un esclave volontaire. Mettre ta vie au centre signifie reconnaître que tes décisions, tes pensées et tes actions sont celles qui tracent la voie et qu'il n'y a personne d'autre responsable de ton destin que toi-même. Bien sûr, cette position n'est pas confortable, car elle implique de porter le poids de tes choix. Quand tu mets ta vie en avant, les excuses disparaissent. Tu ne peux plus pointer du doigt les autres comme coupables de ton malheur. C'est le coup d'être le protagoniste. Assumer que le bien ou le mal de ton chemin est entre tes mains. Et c'est là que beaucoup reculent, car il est plus facile de vivre en pilote automatique, en blâmant le passé, la famille, la société ou la malchance. Mais si tu choisis de suivre ce chemin, tu ne connaîtras jamais la force qui naît lorsque tu prends le contrôle de ton histoire. Les stoïciens parlaient de l'importance de vivre avec intention, de ne pas gaspiller la vie en distraction ou en complaisance. Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous le gaspillons dans ce qui n'a pas d'importance. Si tu mets ta vie au centre de ta scène, cela signifie que chaque jour, tu choisis consciemment où investir ton énergie. Cela signifie que tu arrêtes de vivre pour impressionner et que tu commences à vivre pour grandir. Que tu ne te déplaces plus par peur de la désapprobation, mais par la clarté de savoir ce que tu veux vraiment construire. Regarde-le ainsi. Si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, agis-tu en accord avec ce qui compte vraiment pour toi ou te contentes-tu de suivre un script écrit par d'autres? Mettre ta vie en avant n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de responsabilité. Il s'agit de comprendre que tant que tu vis en fonction du regard des autres, tu renonces à l'opportunité d'expérimenter ta véritable liberté. Lorsque tu assumes ton centre, tu n'as pas besoin de crier ni de te justifier. Ta présence, tes limites et tes actions parlent plus fort que n'importe quel mot. Le pratiquer dans la vie quotidienne peut commencer par des décisions simples. Dire non à ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Réserver du temps pour ce qui te nourrit vraiment, même si les autres ne le comprennent pas. Reconnaître tes réussites sans attendre d'applaudissements. Tu n'as pas à changer le monde pour prouver ta valeur. Tu dois te rappeler tous les jours que ta vie t'appartient. Et que la seule scène qui compte est celle qui se lève en toi. Parce qu'au moment où tu te places au centre, tout ce qui ne sert pas se dissout et ce qui reste est l'authentique, ton histoire, ta voix et ta vérité. 2. Fais de ta voix intérieure un refuge et non une tranchée. Imagine que tu vis dans une maison avec des murs qui parlent. Chaque fois que tu fais un pas, ces murs te murmurent des mots. Parfois, ce sont des phrases qui t'encouragent, comme un refuge chaleureux au milieu d'une tempête. Mais d'autres fois, ces mêmes murs deviennent un écho cruel, qui critique, qui blesse et qui te rappelle tes erreurs avec une dureté que personne à l'extérieur ne pourrait égaler. Cette maison, c'est toi, et ces murs sont ta voix intérieure. Si tu la transformes en ennemi, tu vivras en guerre avec toi-même. Mais si tu décides de la transformer en refuge, ta vie se remplit de calme et de force pour affronter ce qui vient. L'erreur commune de beaucoup est de croire que la voix intérieure doit disparaître, qu'il s'agit de la faire taire complètement. Les stoïciens ne pensaient pas ainsi. Ils savaient que cette voix ne s'éteint jamais, mais qu'elle peut être éduquée. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Ta voix intérieure est précisément cette opinion. Si chaque pensée qui surgit dans ton esprit est une balle qui te tire dessus, il n'y aura jamais de paix. Mais si chaque pensée est traitée comme un conseil que tu peux accepter ou rejeter, alors tu trouves le contrôle. Fais de cette voix un allié. Tu n'as pas besoin qu'elle te flatte constamment. Il ne s'agit pas de remplir ton esprit de phrases vides d'optimisme. Il s'agit de te parler avec respect et réalisme. Quand tu échoues, ne deviens pas ton bourreau. Reconnais l'erreur, analyse ce qui a mal tourné et continue. Une voix qui devient un refuge ne cache pas les faux pas, mais ne les amplifie pas non plus. Elle te rappelle que tu es humain, que chaque chute fait partie de l'apprentissage et que l'important n'est pas le coup, mais la façon dont tu te relèves.
La plupart des batailles que nous menons ne se déroulent pas dans le monde extérieur, elles se déroulent en nous. Tu peux feindre la confiance devant les autres, mais si ta voix intérieure te répète jour après jour que tu ne vaux pas assez, tôt ou tard cette blessure se reflète dans ta façon de vivre. C'est là que la pratique stoïcienne entre en jeu, entraîner l'esprit à être juste avec toi-même. Si tu ne serais pas capable de parler cruellement à quelqu'un que tu aimes, pourquoi le fais-tu avec toi-même? La cohérence commence par la façon dont tu te parles. Transformer cette voix en refuge signifie aussi la remettre en question. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Souvent, ton esprit répète des jugements hérités d'autres, des critiques que tu as entendues enfant, des comparaisons que quelqu'un a faites de toi, des exigences que la société t'a imposées. Et sans t'en rendre compte, cette voix est devenue l'écho de l'étranger. Mettre ta vie en ordre implique de filtrer ce bruit et de garder ce qui te construit. Lorsque tu y parviens, ta voix intérieure cesse d'être une tranchée qui tire des reproches et devient un mentor qui te guide avec fermeté. Un exercice pratique est de t'arrêter chaque fois que tu te parles durement et de te demander « Dirais-je ces mots à quelqu'un que j'aime ?» Si la réponse est non, alors remplace-les par une version plus juste, pas douce, mais équilibrée. La discipline n'est pas la même chose que la cruauté. Un mentor te corrige pour que tu grandisses, pas pour te détruire. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans la façon dont tu t'accompagnes en silence. Lorsque tu es seul, lorsque tu fais face à une difficulté, lorsque tu commets une erreur, observe le ton de ton dialogue interne. Cela sera la mesure de ta force, parce que le monde peut te critiquer, peut te rejeter ou même peut t'applaudir sans que tu le mérites, mais à la fin de la journée, ce qui détermine ta paix est la voix qui résonne en toi. Fais de cette voix un refuge, et tu trouveras un allié qui te soutiendra même dans tes nuits les plus sombres. 3. Construis la confiance en respectant tes propres paroles. Pense à ta parole comme à une clé. Chaque fois que tu promets quelque chose et que tu le tiens, cette clé ouvre une porte vers une version plus forte de toi-même. Mais chaque fois que tu romps ce que tu as dit, cette clé rouille et laisse fermer les portes qui auraient pu te mener plus loin. La confiance ne naît pas de ce que tu dis devant les autres, mais de ce que tu fais quand personne ne te regarde. Et la vérité est qu'il n'y a pas de trahison plus dure que celle que tu commets contre toi-même lorsque tu promets quelque chose et que tu l'ignores. Tout le monde veut être une personne digne de confiance envers les autres, mais peu comprennent que la véritable confiance commence à l'intérieur. Si tu ne tiens pas ce que tu dis devant le miroir, tôt ou tard, ce manque de fermeté se projette dans tes actions, dans ton travail et même dans tes relations. C'est comme construire un bâtiment avec des fondations en papier, aussi beau soit-il, n'importe quel vent le renverse. Tenir ta parole envers toi-même, c'est mettre de l'acier dans ses fondations, c'est assurer que ce que tu soutiens est solide. Les stoïciens le savaient, il n'y a pas de vertu sans cohérence. Marc Aurèle répétait que la vie devait être alignée avec la raison et les principes que l'on professe. Il ne sert à rien de te déclarer discipliné si, dans le silence de tes jours, tu fais le contraire. Chaque promesse non tenue est un coup porté à ta crédibilité interne, et chaque promesse tenue, aussi minime soit-elle, est une brique dans la construction de ton caractère. Il ne s'agit pas de grands gestes, il s'agit de constance silencieuse. La plupart échouent parce qu'ils se laissent tromper par des excuses confortables. Ils se convainquent que commencer demain est la même chose que commencer aujourd'hui, que ce n'est pas grave s'ils rompent une petite promesse, qu'il y aura du temps plus tard. Mais l'inconscient ne se trompe pas. Chaque fois que tu cèdes, tu enregistres un signal. Je ne peux pas me faire confiance. Et ces signaux s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour, l'estime de soi se brise. Au contraire, chaque fois que tu tiens ta parole, même si personne ne le remarque, tu enregistres un message opposé. Je suis quelqu'un qui tient sa parole. Cette voix devient une force silencieuse et peu à peu elle commence à te soutenir, même dans les moments difficiles. L'essentiel ici n'est pas la quantité, c'est le respect. Respect pour ta parole. Ne jure pas des choses que tu sais que tu ne tiendras pas, car cela revient à semer la ruine en toi.
Fais des engagements clairs, possibles, et tiens-les avec le sérieux avec lequel tu tiendrais une promesse faite à quelqu'un que tu aimes. Si tu dis que tu feras de l'exercice, fais-le. Si tu décides de travailler sur ton projet, même une demi-heure, fais-le. La grandeur ne vient pas d'un changement abrupt, elle vient de la somme de ces petites victoires quotidiennes qui semblent insignifiantes, mais qui, ensemble, construisent le caractère. Tenir ta parole envers toi-même, c'est devenir ton meilleur allié. Quand tu sais que ce que tu dis se transforme en action, tu n'as plus besoin de te convaincre avec des discours vides, ni de chercher la validation externe. Ta confiance devient inébranlable parce qu'elle est fondée sur des faits. C'est là la véritable liberté, savoir que tu peux compter sur toi-même en toutes circonstances. Et quand tu arrives à ce point, tu découvres qu'il n'y a pas de mur ni d'obstacle qui puisse t'arrêter, parce que ta propre parole est suffisante pour te maintenir debout. 4. Conquérir la liberté en apprenant à dire non. Une rivière ne devient pas un océan en se laissant emporter par chaque détour qu'elle rencontre sur son chemin. Si elle le faisait, elle perdrait son cours, se diviserait en flaques et finirait par disparaître avant d'atteindre sa destination. La force de la rivière réside dans sa capacité à savoir où elle coule et à rejeter ce qui la disperse. Il en va de même pour ta vie. Si tu n'apprends pas à dire non, tu finiras par donner ton temps, ton énergie et ta paix à tout ce qui ne te rapproche pas de ce qui compte vraiment. Le oui constant peut sembler généreux, mais il est souvent la chaîne invisible qui te maintient prisonnier. Dire non n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de clarté. Celui qui ose refuser ce qui ne correspond pas à ses valeurs conquiert une forme de liberté que peu de gens connaissent. La liberté de choisir son propre chemin. Le problème est que la plupart des gens craignent le rejet. Ils pensent qu'un non brise les liens, déçoit, les fait passer pour égoïstes. Mais la réalité est plus dure. Si tu ne te refuses jamais, tu finis par te perdre toi-même. Le prix à payer pour plaire à tout le monde est de te retrouver vide, portant des responsabilités qui ne sont pas les tiennes et vivant une vie que tu n'as pas choisie. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi passait par le refus de se laisser emporter par les désirs et les demandes externes. Épictète disait que la liberté commence lorsque nous cessons de dépendre de ce que nous ne contrôlons pas. Et l'un des plus grands actes de contrôle réside dans la capacité de décider à quoi tu dis oui et à quoi tu dis non. Chaque oui que tu prononces sans conviction est une trahison silencieuse de ton but, et chaque non ferme est un rappel que ta vie t'appartient. Dire non est aussi une forme de respect, respect envers toi, ton temps et ton énergie, parce que tout ne mérite pas ton attention. Toute invitation ne doit pas être acceptée, toute exigence ne doit pas être satisfaite, toute relation ne doit pas être maintenue. Quand tu apprends à refuser sans culpabilité, tu te rends compte que les liens qui comptent vraiment ne disparaissent pas, mais se renforcent. Celui qui te valorise respecte tes limites. Celui qui se fâche parce que tu n'as pas tout accepté n'a jamais été là pour toi, mais pour ce qu'il obtenait de toi. La peur de dire non naît de l'habitude de mettre les autres avant toi. Et cette habitude détruit l'amour-propre. Ce n'est pas un égoïsme sain qui manque, mais un manque de dignité envers ta propre vie. Parce que si tu ne défends pas ton espace, personne ne le fera pour toi. Le monde va toujours demander plus, il va toujours réclamer un peu plus de ton temps, de ton attention, de ton effort. Si tu ne sais pas refuser, ils vont te vider. Et une personne vide ne peut pas aimer, ne peut pas grandir et ne peut pas se soutenir. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne commence par le courage. Il commence par regarder ton agenda et te demander « Est-ce que je fais ça par conviction ou par peur ?» Si c'est par peur, alors la réponse doit être non. Il commence par reconnaître que tu n'as pas besoin de justifier chaque refus, que ta paix est une raison suffisante. Il commence par comprendre que ta vie n'est pas là pour être la monnaie d'échange des attentes des autres. Chaque non prononcé avec fermeté est une porte que tu fermes à l'épuisement, mais aussi une porte que tu ouvres vers ta liberté. Et dans cette liberté, tu découvres un pouvoir que personne ne peut te prendre.
celui de choisir comment, avec qui et à quoi tu veux passer les jours qui forment ton existence. Dire non, c'est défendre ton cours, c'est assurer que la rivière de ta vie ne se perde pas dans des flaques inutiles, mais qu'elle continue à couler avec force jusqu'à devenir un océan. 5. Trace des frontières qui protègent ta paix. Un jardin ne fleurit pas si n'importe qui peut entrer et piétiner ses fleurs. Pour qu'il grandisse fort, il a besoin d'une limite, d'une clôture qui le protège de ce qui le détruit. La paix intérieure fonctionne de la même manière. Tu ne peux pas espérer que ton esprit et ton cœur restent fermes si tu ne traces pas des frontières claires qui protègent ce qui est précieux pour toi. Laisser ta vie ouverte à tout et à tous, c'est inviter le chaos à s'installer en toi. Les frontières ne sont pas des murs qui t'isolent, ce sont des lignes de respect qui définissent jusqu'où tu vas et où commencent les autres. Beaucoup pensent que poser des limites est un acte de froideur ou d'égoïsme, mais en réalité, c'est un acte d'amour de soi. Celui qui ne sait pas les établir finit par porter des responsabilités étrangères, tolérer des comportements nuisibles et permettre aux autres de décider pour lui. La vérité est qu'il n'y a pas de paix possible sans le courage de dire « pas ici ». Les stoïciens comprenaient que la sérénité dépendait du contrôle de soi et de la clarté pour distinguer ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Marc Aurèle écrivait que nous ne devions pas permettre que les actions des autres perturbent notre esprit. Et c'est précisément ce que tu accomplis avec des limites fermes. Protéger ton espace intérieur de tout ce qui n'est pas sous ton contrôle. Personne ne peut te voler la paix si tu ne la lui donnes pas. Le problème est que beaucoup de gens confondent patience et endurance illimitée. Ils pensent qu'être bon signifie tout supporter, même ce qui les blesse, mais la véritable bonté ne consiste pas à se sacrifier, mais à vivre en cohérence. Lorsque tu te permets de franchir constamment tes propres limites, ce que tu démontres n'est pas de l'amour, mais de la faiblesse. Et cette faiblesse te coûte tôt ou tard sous forme de ressentiment, d'anxiété ou de fatigue extrême. Tracer des frontières, c'est aussi reconnaître ta valeur. Si tu laisses n'importe qui parler de toi avec mépris, envahir ton temps sans considération ou te manipuler avec de la culpabilité, ce que tu dis en silence, c'est que ta vie vaut moins. Le respect que les autres te donnent est le reflet du respect que tu te demandes à toi-même. C'est pourquoi celui qui apprend à poser des limites commence à remarquer un changement profond. Il attire des relations plus saines, éloigne ce qui lui enlève et gagne en clarté pour consacrer son énergie à ce qui compte vraiment. Pratiquer ce principe ne nécessite pas de discours agressif, mais une fermeté constante. Cela signifie apprendre à dire non calmement, sans avoir besoin d'explications interminables. Cela signifie abandonner l'idée que tu dois justifier ton droit à être en paix. Cela signifie savoir te retirer d'une conversation toxique, d'un engagement qui te vide ou d'une personne qui n'apporte que des conflits. Chaque fois que tu choisis ta tranquillité sur l'approbation externe, tu renforces la clôture de ton jardin intérieur. N'oublie pas que tracer des frontières ne protège pas seulement de l'extérieur, cela ordonne aussi l'intérieur. Cela t'oblige à revoir ce que tu acceptes, ce que tu tolères et ce que tu es prêt à laisser derrière toi. Et dans ce processus, tu découvres quelque chose d'essentiel. La paix ne se trouve pas, elle se construit. Elle n'apparaît pas de nulle part. Elle se cultive jour après jour dans la manière dont tu décides de prendre soin de toi. Au final, celui qui ne protège pas son jardin finit par perdre ses fleurs. Mais celui qui trace des frontières découvre que la paix ne dépend pas de l'ordre extérieur, mais de la force d'empêcher ce qui est à l'extérieur de détruire ce qui vit à l'intérieur. Tes limites sont l'affirmation la plus claire que ta vie mérite du respect, et tant que tu les maintiens, ta paix sera un territoire sacré que personne ne pourra envahir. 6. Libère-toi de ceux qui ne savent que soustraire. Un bateau qui navigue chargé de lest n'atteint jamais sa véritable destination.
Quel que soit le cap fixé par le capitaine, quel que soit le vent qui souffle en sa faveur, ce poids inutile le fait couler peu à peu et le rend lent, maladroit et vulnérable face à n'importe quelle tempête. Il en va de même pour les personnes que tu portes dans ta vie et qui ne font que soustraire. Elles se présentent comme une compagnie, mais en réalité, elles sont des ancres déguisées en soutien. S'accrocher à elles, c'est comme vouloir voler avec des pierres dans les poches. Il est impossible d'avancer librement. Se libérer de ceux qui ne font que soustraire n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de survie. Beaucoup confondent la loyauté avec la résignation et se convainquent qu'ils doivent supporter des liens qui les épuisent, parce qu'à un moment donné, ces personnes étaient là, ou parce qu'il existe un engagement tacite. Mais l'amour-propre exige de la clarté. Si quelqu'un éteint ton énergie, bloque ta croissance ou blesse ta valeur, le garder près de toi, c'est te saboter toi-même. Les stoïciens savaient que l'environnement façonne l'esprit. Épictète conseillait d'éviter ceux qui corrompent la discipline ou dévient de la vertu. Non pas parce qu'il détestait les gens, mais parce qu'il comprenait que la compagnie que tu choisis peut renforcer ou détruire ton caractère. Si tu passes trop de temps avec ceux qui critiquent, manipulent ou soustraient, tôt ou tard, leur voix devient un écho en toi. Et alors, tu n'as plus besoin qu'on te détruise de l'extérieur, parce que tu as appris à le faire tout seul. Le problème est que nous justifions souvent ces personnes. Nous disons qu'ils sont de la famille, qu'ils sont dans notre vie depuis des années, qu'ils changeront peut-être. Mais la réalité est que les faits pèsent plus que les promesses. Une personne qui te vole constamment la paix ne cesse de le faire parce que tu le souhaites. La laisser entrer à chaque fois, c'est lui ouvrir la porte à l'usure. Et l'usure silencieuse est la plus dangereuse, parce qu'elle la normalise jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles vide, sans savoir comment tu es arrivé là. Te libérer ne signifie pas haïr, ni souhaiter du mal. Cela signifie lâcher prise. Cela signifie comprendre que tu n'as pas à traîner des liens qui ont déjà accompli leur cycle. Cela signifie reconnaître que ta vie est trop courte pour la gaspiller à soutenir ce qui t'affaiblit. Il ne s'agit pas d'accumuler du ressentiment, mais de faire de la place. De la place pour ta croissance, pour de nouvelles connexions, pour la tranquillité que tu mérites. En pratique, se libérer commence par une étape simple. Identifier. Demande-toi qui apporte et qui consomme, non pas d'un point de vue égoïste, mais avec la clarté de reconnaître si cette relation te rapproche ou t'éloigne de ta meilleure version. Une fois identifié, l'étape suivante est de mettre de la distance. Parfois ce sera graduel, parfois ce sera définitif, mais ce sera toujours nécessaire. Parce que la vie ne te récompense pas pour la patience mal comprise, mais pour le courage de rompre avec ce qui te tire vers le bas. Beaucoup craignent de se retrouver seuls s'ils s'éloignent de ceux qui soustraient, mais c'est une illusion. La solitude temporaire qui survient après être écarté de liens toxiques est un pont vers des relations plus saines. C'est le silence nécessaire pour entendre ta propre voix, sans interférence. Et quand tu apprends à te soutenir dans ce silence, tu découvres que tu n'as jamais été vraiment seul. Ce qui manquait, c'était ta propre compagnie. Celui qui se libère de ce qui soustrait découvre une légèreté qu'il ne connaissait pas. Il marche plus vite, respire plus profondément, pense plus clairement. Et cette légèreté n'est rien d'autre que le poids de la vie vécue en cohérence. Parce que tu ne peux pas avancer vers ta destination si tu portes avec toi des charges qui ne t'appartiennent pas. Le bateau qui apprend à lâcher le lest trouve la force d'atteindre l'océan. Et toi, en te libérant de ceux qui ne savent que soustraire, tu trouves enfin la liberté d'avancer vers ce que tu mérites. 7. Remplacer le juge interne par un mentor sage. Un miroir peut être un allié ou un ennemi. Si chaque fois que vous vous regardez, vous ne voyez que des défauts, le reflet devient un bourreau impitoyable. Mais si vous l'utilisez pour observer clairement, le miroir se transforme en un outil de croissance. C'est ainsi que fonctionne votre voix intérieure. Elle peut être un juge impitoyable qui vous condamne à chaque pas, ou un mentor sage qui vous guide vers une meilleure version de vous-même. Le choix ne réside pas dans ce qui vous arrive, mais dans la façon dont vous décidez d'interpréter votre propre regard.
Beaucoup vivent sous la tyrannie de ce juge interne qui n'est jamais satisfait. Une voix qui critique sans cesse, qui rappelle chaque erreur et qui magnifie chaque faiblesse. Ce juge est impitoyable, il n'accorde pas de seconde chance et ne reconnaît pas les progrès. Il est curieux que vous ne parleriez jamais avec la même dureté à quelqu'un que vous aimez. Cependant, avec vous, vous n'avez pas de compassion. Et ce déséquilibre devient un poison silencieux qui détruit votre confiance. Le stoïcisme enseigne que ce qui nous affecte ne sont pas les faits, mais l'interprétation que nous en faisons. Si votre voix intérieure transforme chaque faux pas en une condamnation, vous vivez enfermé dans votre propre esprit. Mais si vous apprenez à remplacer le juge par un mentor, chaque faux pas devient une leçon, chaque erreur, un rappel de comment s'améliorer, chaque faiblesse, un domaine de travail. Le même fait peut être utilisé pour vous enfoncer ou pour vous relever, et la différence réside dans l'attitude avec laquelle vous vous parlez. Changer le juge interne ne signifie pas vous tromper avec un optimisme vide. Il ne s'agit pas de vous répéter que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Un mentor sage ne vous ment pas mais ne vous détruit pas non plus. Il indique fermement ce que vous devez corriger, mais il le fait avec l'intention de vous aider à grandir, pas de vous enfoncer. C'est la différence cruciale. Le juge punit, le mentor guide. Et votre tâche est d'éduquer cette voix intérieure jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un fouet et devienne une boussole. Le problème est que la plupart des gens ne remettent pas en question cette voix. Ils croient que tout ce qu'ils pensent est vrai, que si leur esprit leur dit qu'ils ne valent rien, alors c'est vrai. Mais les pensées ne sont pas des faits, ce sont des interprétations. Et ces interprétations sont souvent contaminées par des expériences passées, des critiques d'autrui et des croyances qui ne vous appartiennent pas. C'est pourquoi, chaque fois que votre juge interne parle, demandez-vous, est-ce que cela m'aide à grandir ou est-ce que cela me paralyse? Si cela ne fait que vous enfoncer, ce n'est pas de la sagesse, c'est du bruit que vous devez transformer. Pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne exige de la conscience. Cela exige de vous arrêter au milieu de la critique interne et de la rediriger. Si vous échouez à quelque chose, au lieu de vous répéter « je suis inutile », changez-le pour « cela a mal tourné, j'ai besoin de m'améliorer à ce niveau ». Le changement semble petit, mais l'impact est énorme. Parce qu'au lieu de vous condamner, vous vous donnez des outils pour avancer. Et avec chaque ajustement de cette voie, votre confiance se renforce. Un mentor sage en vous célèbre également vos progrès. Il n'ignore pas vos réalisations et ne les minimise pas. Il reconnaît l'effort que vous avez fait, même s'il reste encore du chemin à parcourir, parce que la motivation ne naît pas de coups constants, mais d'un mélange d'exigence et de reconnaissance juste. C'est cette voie qui vous pousse à continuer à grandir sans tomber dans le piège de l'autodestruction. Lorsque vous remplacez le juge interne par un mentor, votre esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un atelier d'apprentissage. Vous ne vivez plus en vous défendant de vous-même, mais en travaillant avec vous-même. Et ce changement transforme tout, parce que vous découvrez que la plus grande force ne vient pas de vaincre les autres, mais de devenir votre propre allié. 8. Fais de l'auto-soin ton rituel de pouvoir quotidien. Un guerrier ne va pas au combat avec une armure brisée ou un corps faible. Avant de faire face au monde, il doit préparer ses armes, renforcer ses muscles et aiguiser son esprit. Toi aussi, tu mènes des batailles tous les jours, au travail, dans tes relations, dans tes décisions. Et si tu arrives à ces batailles sans prendre soin de toi, sans énergie et sans clarté, tu deviens ton propre ennemi. L'auto-soin n'est pas de l'indulgence, c'est l'armure qui te protège et la source qui nourrit ta force. Le transformer en rituel quotidien, c'est affirmer que ta vie mérite attention, respect et discipline. Le problème, c'est que beaucoup confondent l'auto-soin avec le confort. Ils pensent qu'il s'agit de se reposer sans mesure, de chercher des plaisirs immédiats ou d'éviter les responsabilités. Mais le véritable auto-soin est exigeant. Cela signifie dormir le nécessaire même si tu veux rester devant l'écran, manger ce qui nourrit même si c'est plus facile de manger ce qui est nocif, exercer ton corps même si la paresse t'appelle. C'est de la discipline appliquée à toi-même,
parce que tu reconnais que ton corps et ton esprit sont la base de tout ce que tu fais. Les stoïciens comprenaient que la force de l'esprit dépendait aussi de la force du corps. Ils ne cherchaient pas l'excès ni le luxe, mais l'équilibre. Marc Aurèle parlait de prendre soin de l'esprit comme d'un espace sacré et de maintenir le corps prêt à accomplir son devoir. L'auto-soin quotidien est exactement cela. Un rappel que la vie ne se soutient pas par la négligence, mais par une préparation constante. Chaque action que tu fais pour prendre soin de toi est une déclaration silencieuse d'amour de soi. Faire de l'auto-soin un rituel implique de la constance. Il ne suffit pas de prendre soin de toi de temps en temps, comme si c'était une récompense pour avoir trop supporté. Il doit s'agir d'une pratique quotidienne, aussi naturelle que respirer. Tout comme un guerrier aiguise son épée chaque matin, tu as besoin de nourrir ton esprit avec des pensées claires, ton corps avec de l'énergie et ton esprit avec du calme. La répétition transforme le soin en habitude et l'habitude en pouvoir. Pense à ta journée comme à une bataille que tu ne peux pas éviter. Avec quelles armes te présentes-tu? Si tu arrives épuisé, avec l'esprit plein de bruit et le corps négligé, tu perds avant de commencer. Mais si tu te consacres chaque jour à prendre soin de ton énergie, de tes pensées et de ta paix, tu arrives préparé. Et cette préparation ne te permet pas seulement de résister, mais d'avancer avec assurance. L'auto-soin, c'est aussi poser des limites. C'est reconnaître quand tu as besoin de t'arrêter, quand tu dois t'éloigner de ce qui te draine, quand il est temps de recharger avant de continuer. Ne pas le faire, c'est comme demander à un cheval de courir sans eau ni repos. Tôt ou tard, il s'effondre. Tu n'es pas une machine, tu es un être humain, et prendre soin de toi n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. En pratique, tu peux commencer par de petites actions mais constantes. Consacre quelques minutes à respirer en silence, à lire quelque chose qui nourrit ton esprit, à bouger ton corps, à être reconnaissant pour ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'heures, tu as besoin d'intention. L'important est qu'il y ait chaque jour un espace, aussi minime soit-il, réservé exclusivement pour toi. Cet espace devient une racine, et de cette racine grandit tout le reste. Quand tu fais de l'auto-soin un rituel quotidien, ta vie change de manière profonde. Tu n'arrives plus à chaque jour en te traînant, mais préparé. Tu n'attends plus que les autres te soutiennent, parce que tu as appris à te soutenir toi-même. Et cette capacité est du pur pouvoir, le pouvoir d'affronter le monde